Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur les diagrammes de classe, nous allons voir des cas particuliers d'association, ainsi que la notion d'héritage de classe. On va commencer par passer en revue quelques associations particulières qui sont utiles et qu'il faut bien comprendre pour pouvoir les utiliser correctement. Une association est un lien entre deux classes, mais pas forcément deux classes différentes. On peut donc vouloir exprimer un lien entre une classe et elle-même, par exemple ici un lien de parenté entre personnes. Un objet de la classe personne va toujours être lié à deux autres objets de la classe personne qui sont désignés comme ses parents, et peut être lié à d'autres objets personnes qui sont désignés comme ses enfants. On prend un exemple de diagramme d'objet qui peut être une instance de diagramme de classe. Ici, Jean Dupont a deux parents et aucun enfant, ce qui respecte les multiplicités du diagramme de classe. Il peut avoir des frères et sœurs qui seront reliés chacun aux deux mêmes parents que Jean. Il peut aussi avoir un enfant avec Marie, par exemple. Évidemment, pour être complet, il faudrait que Anne, Michel et Marie aient eux-mêmes deux parents, et ainsi de suite. On peut également avoir besoin de représenter plusieurs relations entre deux classes. Par exemple, entre une personne et un appartement à louer, il peut y avoir une relation locataire et une relation propriétaire. Les multiplicités nous disent qu'une personne peut posséder plusieurs appartements et être locataire de plusieurs appartements, et qu'un appartement a un unique propriétaire mais peut être loué par plusieurs personnes en cas de colocation, par exemple. Un exemple de diagramme d'objet qui est une instance de ce diagramme de classe. Jean loue l'appartement qui est proposé par Alain. Alain peut lui-même louer un autre appartement. Évidemment, le fait qu'il y ait deux associations entre ces deux classes n'implique pas du tout qu'il y ait les deux liens loue et propose entre chaque couple d'objets, personne et appartement. Parfois, on veut mettre plus d'informations dans une association que simplement un lien entre deux objets. Par exemple, ici, on ne veut pas simplement représenter le fait qu'une personne est employée dans une entreprise, mais qu'elle y occupe un poste qui a un nom, un début et une fin. On ajoute cette information en paramétrant l'association par une classe, c'est ce qu'on appelle une classe association. Chaque instance de cette classe sera un lien entre deux objets. Ici, on a ajouté la classe association emploi. On permet alors qu'une même personne soit reliée à la même entreprise par différents postes, ce qu'on ne pourrait pas représenter avec une association simple. Avec une association simple, la personne est employée ou pas employée par l'entreprise et c'est tout ce qu'on sait. Les multiplicités disent qu'une personne peut occuper plusieurs emplois et de l'autre côté qu'une entreprise propose au moins un emploi. Ici, comme on est dans un cadre plus général d'association, la multiplicité étoile de personnes vers entreprise ne se comprend pas comme une contrainte sur le nombre d'objets entreprises différents auxquels une personne est reliée, mais sur le nombre de liens entre elle et des entreprises. La même entreprise qui apparaît au bout de plusieurs emplois compte pour plusieurs entreprises, puisqu'il y a plusieurs liens qui mènent à cette entreprise. On peut construire un diagramme de classe équivalent, en fait, sans classe association, en plaçant la classe emploi entre les classes personnes et entreprises. On voit que la multiplicité étoile de personnes vers entreprise est reportée de personnes vers emploi, et la multiplicité 1 étoile d'entreprise vers personne est reportée d'entreprise vers emploi. On voit aussi que chaque emploi associe de manière unique une personne et une entreprise, comme c'était le cas de la classe association. Voilà un exemple de diagramme d'objet possible à partir de ce diagramme de classe. Alain et Jean occupent chacun un poste dans deux entreprises différentes, tandis que Marie occupe deux emplois au sein d'Essilor. Une fois de plus, ça n'aurait pas été possible d'avoir deux liens entre Marie et Essilor pour la même association, sans la classe association. Voilà le diagramme d'objet pour la version sans classe association du même diagramme de classe. On voit qu'on a exactement les mêmes objets, mais des liens différents, puisqu'une personne pointe vers ses emplois, qui chacun pointe vers son entreprise. Dans l'exemple de la bibliothèque qu'on a traité dans une vidéo précédente, on voit qu'on peut modéliser de manière un petit peu plus élégante l'emprunt d'un exemplaire en utilisant une classe association. Ce qu'on avait pour l'instant, c'était une solution pas très satisfaisante pour représenter un exemplaire qui n'est pas emprunté, avec la date de retour qui prenait la valeur nulle. En fait, la date de retour n'a de sens que lorsque l'exemplaire est emprunté, donc on a envie de donner une valeur à cet attribut seulement dans ce cas-là. Et c'est ça qu'on va pouvoir faire avec une classe association. Donc on crée une classe association emprunt qui porte l'attribut date de retour. Avec cette modélisation, chaque lien entre un utilisateur et un exemplaire est caractérisé par un objet emprunt qui porte la date de retour. Si un exemplaire n'est pas emprunté, il n'a pas de lien avec un utilisateur, donc il n'existe pas d'objet emprunt correspondant. Tous les objets emprunts qui existent auront donc une date de retour bien définie et jamais nulle.
On reprend le diagramme d'objet qu'on avait pour la première version du diagramme de classe. Dans la version avec la classe association emprunt, les dates des retours des exemplaires empruntés apparaissent maintenant dans les objets emprunts qui étiquettent les liens entre utilisateur et exemplaire, et on voit que l'exemplaire qui n'est pas emprunté n'a simplement pas de date de retour. Un autre type d'association qui existe en UML, ce sont les associations NR. J'en parle parce qu'il faut savoir que ça existe, mais on les utilise le moins possible parce que ce n'est pas très facile de les utiliser correctement. Ce sont des associations qui relient plus de deux classes. Par exemple, ici, 3 classes sont reliées entre elles pour signifier qu'un cours, un enseignant et un étudiant forment une relation à 3 composantes. Cet étudiant a cet enseignant pour ce cours. On relie les 3 branches de l'association par un losange pour faire apparaître l'association clairement. On voit en bas un exemple de diagramme d'objet pour ce diagramme de classe, où on retrouve ce losange à chaque intersection entre 3 objets. Une instance de l'association ternaire, au lieu de relier 2 objets, en relie donc 3, un enseignant, un cours et un étudiant. Les multiplicités ne sont pas forcément faciles à lire pour les associations NR. Une multiplicité ici va contraindre le nombre d'objets qui sont reliés à chaque ensemble de n-1 objets des autres branches. La multiplicité 1 étoile de la branche étudiant signifie donc que pour un enseignant et un cours, il y a au moins un étudiant qui leur est relié par cette association. La multiplicité 1 de la branche enseignant signifie que pour un cours et un étudiant, il y a un unique enseignant qui leur est lié. Pareil pour la multiplicité de la branche cours. On voit qu'ici on n'a pas de contrainte entre étudiant et cours par exemple, ou entre enseignant et cours. On ne sait pas à combien de cours un étudiant doit assister ou combien de cours un enseignant peut faire. On ne peut donc pas vraiment écrire un diagramme de classe avec des associations simples qui seraient équivalents à ce diagramme avec l'association ternaire. C'est pour ça que c'est pas forcément évident à utiliser. Après toutes ces associations particulières, on va parler de hiérarchie de classes. Donc dans la modélisation d'un système, on a souvent des classes qui se ressemblent, qui modélisent des objets qui sont différents par quelques caractéristiques, mais qui sont très semblables globalement. Ici, on a besoin d'avoir des comptes épargne et des comptes courants, qui finalement sont tous des comptes, avec un numéro, une devise et un solde, sur lesquels on sait déposer, retirer et demander le solde, et qui ne sont différents que par quelques détails. Un compte courant a un découvert autorisé, tandis qu'un compte épargne a des notions de plafond et un taux de rémunération. Fonctionnellement, ce qu'on sait, c'est qu'on a besoin de manipuler des comptes, et la plupart de ces manipulations ne seront pas spécifiques au compte courant ou au compte épargne, mais seront génériques pour tous les comptes. On va donc créer une classe générale compte, dont ces deux types de comptes vont être des raffinements. Cette super classe compte contient tous les attributs et les opérations qui sont communs au compte épargne et au compte courant. Les deux classes compte courant et compte épargne ne gardent pour elles que les caractéristiques qui leur sont propres. On dit qu'elles héritent de la classe compte. On montre cet héritage avec cette flèche triangulaire vide. Ce diagramme dit exactement la même chose que le diagramme précédent en ce qui concerne les deux sous-classes. Un compte courant, c'est un compte, donc il a un numéro, une devise et un solde, plus ce qui caractérise un compte courant, c'est-à-dire un découvert autorisé et des frais de découvert. Il hérite de tout ce qui caractérise un compte et lui ajoute des spécificités. La seule chose qui distingue le diagramme dans lequel il n'y a que deux classes de celui-ci, c'est le fait que maintenant, en plus des objets compte courant et compte épargne, il peut exister des objets compte tout court, qui seraient des instances de la classe compte. Si on ne veut pas que ça soit possible, si dans le système qu'on modélise tous les comptes sont forcément courants ou épargne, alors il va falloir interdire à la classe compte de pouvoir avoir des instances propres. Pour faire ça, on va déclarer la classe compte comme abstraite, ce qu'on va faire en notant le nom de la classe en italique ou en le faisant précéder de abstract entre guillemets. Le diagramme obtenu a alors exactement le même sens que le diagramme faisant figurer les deux seules classes, compte courant et compte épargne. Ce sont exactement les mêmes objets qui peuvent exister dans les deux cas. Voilà comment on va utiliser l'héritage dans l'exemple de la bibliothèque. Livres et revues ont beaucoup de caractéristiques communes, des attributs, mais aussi des associations vers exemplaires et vers emplacement. Finalement, ce qui est important pour la bibliothèque, c'est qu'elle a des ressources, quelles qu'elles soient, qui ont toutes un titre, une caution, un certain nombre d'exemplaires et un emplacement de stockage. On crée donc une classe ressources, dont héritent livres et revues, et qui regroupe ce qui est commun à ces deux sous-classes. On voit qu'on règle le problème de l'association entre exemplaires et livres et revues, puisqu'ici un exemplaire ne correspond qu'à une unique ressource, qui sera forcément un livre ou une revue exclusivement. On voit que la classe ressource est abstraite, puisqu'aucune ressource de la bibliothèque n'est ni un livre ni une revue.
Les objets qui existent dans ce système sont exactement les mêmes qu'avant l'héritage. Un livre est toujours caractérisé par ce qui caractérise une ressource, c'est-à-dire un titre et une caution, plus ce qui caractérise un livre, c'est-à-dire un auteur et un ISBN. On voit que livre et revue héritent aussi des associations qui vont vers ressources. Du coup, le diagramme d'objet qu'on a vu tout à l'heure est toujours valable pour ce diagramme de classe. Dernière remarque, on voit que c'est très facile d'ajouter un nouveau type de ressource à la bibliothèque. Si demain elle permet aussi d'emprunter des CD par exemple, il suffira d'ajouter une classe CD héritant de ressources et le reste du diagramme ne changera pas. Lorsqu'on veut raffiner un peu le diagramme de classe, on peut ajouter de l'information aux associations sur la manière dont on peut les parcourir. Par défaut, chaque objet A à un bout d'une association a accès à l'ensemble des objets B auxquels il est relié par cette association. Mais on peut vouloir qu'un objet de la classe B, par exemple, ne puisse pas connaître le ou les objets A auxquels il est relié. Par exemple, dans une liste chaînée, chaque nœud n'a accès qu'au nœud suivant et jamais au nœud précédent. On peut alors orienter l'association en lui ajoutant une flèche dans la direction où on autorise la navigation. Dans cet exemple, on voit que le nœud de tête de liste n'a pas accès à l'objet liste qui le définit comme étant la tête, et que chaque nœud de la liste n'a pas accès au nœud précédent. En fait, on utilisera cette syntaxe plutôt en phase de conception détaillée. Un dernier type d'association qu'il faut connaître, ce sont les associations de type agrégation. On va parfois avoir besoin de préciser qu'une association entre deux classes n'est pas vraiment symétrique, que les deux classes n'ont pas le même rôle au sein de cette association. Une classe est prépondérante sur l'autre dans le sens où une classe est de type composant et l'autre est de type composite. Par exemple, dans un lecteur MP3, un album est un ensemble de morceaux. Album et morceau ne jouent pas le même rôle dans l'association qui les relie, puisqu'un morceau est une partie d'un album. Pareil pour les listes de lecture. Cependant, on va distinguer la relation entre liste de lecture et morceau, d'une part, et celle entre album et morceau, d'autre part. L'une s'appellera agrégation faible et l'autre agrégation forte ou composition. Une agrégation faible est en fait à peu près la relation classique représentée par une association. C'est ce qu'on appelle aussi une agrégation par référence. Le tout fait référence à ses parties. La liste de lecture est un ensemble de références vers les morceaux qui la composent. Supprimer la liste de lecture ne supprime pas les morceaux du lecteur, ils ont des vies indépendantes. D'autre part, un morceau n'est pas déterminé par la liste de lecture à laquelle il appartient, puisqu'il peut appartenir à plusieurs listes et même à aucune. Si on veut faire explicitement apparaître cette relation sur une association, on ajoute un losange vide du côté du composite. Ici du côté liste de lecture. L'agrégation qui est intéressante, en fait, c'est l'agrégation forte, qu'on appelle aussi composition. C'est une agrégation par valeur. On a la même relation composant-composite qu'avec l'agrégation faible, mais le composite contient réellement ses composants. Un album est déterminé par la liste de ses morceaux, il n'existe pas sans eux, et inversement, les morceaux n'existent pas en dehors de l'album. Supprimer l'album supprime alors tous les morceaux qu'il compose. Dans cette relation, un morceau ne peut appartenir qu'à un seul album. On voit que la relation est bien plus forte qu'entre morceaux et liste de lecture. Lorsqu'on veut faire apparaître une composition, on ajoute un losange plein à l'association du côté du composite. Donc ici du côté album. Dans notre exemple de la bibliothèque, on peut par exemple utiliser une composition pour représenter le lien très fort qui existe entre une ressource et ses exemplaires. Un exemplaire correspond à une unique ressource. Si la ressource est retirée de la bibliothèque, ça signifie que tous ces exemplaires sont retirés. Le lien entre ressource et emplacement, par contre, est beaucoup moins fort, puisqu'une ressource peut changer d'emplacement, même si elle se trouve toujours à un unique emplacement. Il n'y a pas de relation composant-composite.